Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 41 avec Marion de la Forêt-d'Yvonne. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va s'intéresser à une problématique que vous avez été nombreux à me suggérer, l'art de dire non. Et je dois vous avouer que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, car je conseille très souvent aux gens autour de moi d'être un peu plus égoïstes entre guillemets dans leur manière de gérer leur vie, de s'écouter un peu plus pour prendre en considération leurs envies, et je pense vraiment que c'est une qualité qu'on devrait tous cultiver pour apprendre à dire non plus souvent. Pour en parler, j'ai invité Marion de la Forêt-d'Yvonne, qui est coach, formatrice et auteure, et sa particularité, c'est qu'elle s'inspire vraiment de son propre vécu. Elle va nous raconter les difficultés qu'elle a rencontrées à cause de son incapacité à dire non, et comment elle y a remédié pour réaliser ses plus grands projets et répondre à ses propres aspirations. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam, notre chroniqueuse, qui a sélectionné l'une des meilleures conférences et va nous faire un condensé des idées à retenir et des actions à mettre en place. Je terminerai cette émission en partageant avec vous mes 3 meilleurs conseils pour enfin apprendre à dire non. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Méligé qui nous dit « Aujourd'hui, je passe à l'action comme Manal nous encourage à le faire et je partage mon vif intérêt pour ce podcast captivant. 50 minutes de conversation passionnante, du concret, des conseils à appliquer ici et maintenant. Le Manal Show est une pépite à découvrir sans tarder. » Merci beaucoup Mélie d'avoir pris le temps d'écrire ce message. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur l'application Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un petit mot et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Non, un mot simple qui peut considérablement changer votre vie. Car comme le dit si bien Paulo Coelho, n'essaie pas de plaire à tout le monde ou bien tu perdras le respect de tous. Un principe qui a fait écho à mon invité du jour, une jeune femme brillante et déterminée qui a décidé de refuser de suivre un chemin déjà tout tracé pour se rapprocher de ce qu'elle appelle sa zone d'excellence. Après avoir fait des études en école de commerce et travaillé dans le marketing pour plusieurs marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Gucci, Apple ou encore Publicis, elle a choisi de tout quitter pour se consacrer à ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire aider les gens à trouver leur voie et les accompagner dans leur quête d'épanouissement personnel. Coach, formatrice et auteure du livre « Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer » paru aux éditions Erol, elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Marion de la Forêt-d'Yvonne, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors Marion, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui ? Je pense que comme pour beaucoup de personnes, c'est un peu le fruit de mon histoire personnelle, on va dire. Comme vous l'avez dit, moi, je me suis réinventée à 28 ans, donc il y a 4 ans. J'étais dans le marketing et puis il s'avère que je ne me sentais pas du tout à ma place dans ce secteur-là, ni dans ce métier-là d'ailleurs. Et en fait, assez rapidement, en partageant ma décision avec... de me reconvertir finalement avec les personnes qui m'entouraient, je me suis rendu compte que ça a éveillé un espèce d'effet miroir chez les personnes de ma génération. Et j'étais très surprise de ça, parce que je pensais vraiment être un peu le vilain petit canard qui avait juste raté son orientation. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de ma génération se questionnaient
sur leur, sur qui ils étaient, sur leur place, sur leurs envies pour la suite. Et en fait, j'ai compris c'était pas du tout un phénomène petit, quoi. C'était quelque chose d'une ampleur plus large. Vous n'aviez que 28 ans quand vous aviez décidé de tout quitter pour changer de voie. C'est vrai que c'est pas commun hein, de changer de voie comme ça à cet âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avoir fait si tôt? Je me suis pas vraiment posé la question de l'âge, pour être honnête. Mhm. Je me suis surtout rendu compte que j'avais ce que beaucoup décrivent comme, enfin voilà, les symptômes de quand on se sent pas à sa place, quoi. Clairement, j'avais des boules au ventre dans certaines situations professionnelles parce que j'avais l'impression d'être complètement à côté de mes pompes. J'avais pas spécifiquement d'envie, j'avais jamais ressenti finalement le truc où on est vraiment pris au trip par ce qu'on fait. Jamais ça m'était arrivé en fait. Vous preniez pas de plaisir dans ce que vous faisiez? Non, je prenais pas de plaisir. Dans ce que je faisais, j'avais pas forcément de plaisir à faire mon métier. J'avais pas l'impression de travailler dans un secteur avec des personnes avec lesquelles je partageais des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour moi. Et voilà, tout ça a fait que de fil en aiguille, j'ai quitté le poste dans lequel j'étais. Alors, je suis pas tout de suite devenue coach. En fait, j'ai raté ma première reconversion parce que j'ai décidé de monter une société avec une de mes amies pour créer une marque de maroquinerie. Ah, d'accord. Voilà, et donc en fait, elle était de formation plus artistique à la base, donc elle s'occupait davantage de la partie design, et moi, étant de formation plutôt commerciale, de la partie business plan, études de marché, etc. Oui, vous Et avez en fait, suivi en quelque sorte votre parcours hein, pour oui, essayer de faire un projet qui était en cohérence un peu avec vos études. voilà. Parce qu'au début, j'ai pas compris que c'était mon métier qui me convenait pas. Je pensais que c'était la boîte dans laquelle je l'exerçais. Mm. C'est pour ça que je suis partie. C'est pour ça que j'ai monté ce projet-là. Et en fait, au bout de 8 mois, pareil, quoi, les mêmes symptômes, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai arrêté. Elle a été très compréhensive. Et puis voilà, notre projet n'était pas forcément très avancé. Donc c'était pas un drame. Et là, je me suis vraiment dit, ok, maintenant, j'arrête tout et je prends le temps que j'ai peut-être pas pris à 18 ans, justement, pour me demander ce que je veux vraiment faire de ma vie. Donc, est-ce que c'était plutôt une erreur d'orientation au départ? Je pense que, je pense qu'il y a il y a de l'ordre de l'erreur d'orientation, et puis il y a aussi beaucoup de l'ordre de, je pense que j'ai beaucoup suivi ce que je pensais être bien socialement, ce que je pensais être, rémunérateur, peut-être ce que je pensais, enfin ce que j'ai pas forcément suivi mon cœur, en fait, dans les décisions que j'ai prises, et j'ai davantage pris des décisions pour, on va dire, le statut que ça pouvait, hem représenter peut-être à travers des yeux des autres, ou Faire plaisir mais aux parents, par exemple? Ça revient oui, souvent, ça. ouais, exactement, ouais. Mm. C'était quoi, vous, votre rêve étant enfant? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Ah, on a un point commun alors. Donc finalement, c'est un métier que j'ai retrouvé au travers de l'écriture de mon livre, parce que j'ai une écriture, enfin, dans le livre, j'ai une écriture qui est plutôt journalistique, on va dire, qui est plutôt de l'ordre de l'enquête, de ce que j'ai vécu, d'avoir des témoignages de mes clients et tout. Et c'est drôle parce que pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup éclaté de l'écrire. Oui, c'est vrai, mais pourquoi vous n'avez pas suivi votre rêve d'être journaliste? Pourquoi vous n'avez pas, par exemple, suivi des études pour faire ce métier? Parce que en fait, juste après mon baccalauréat, mes parents étaient enfin, mes parents sont partis en expatriation en Italie. Moi, j'avais 1 an d'avance, et du coup, je me suis dit: «Je vais profiter de cette année-là pour faire, un genre de gap year», comme ça se fait un peu dans les pays anglo-saxons, et je m'étais inscrite à l'université. Donc j'ai suivi 1 an, à Milan à l'université, et puis il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer à Paris, et n'étant pas bachelière de l'année, il y avait assez peu d'options, en fait, pour moi, alors je sais pas si aujourd'hui c'est différent, mais en tout cas à l'époque, quand on n'était pas bachelier de l'année, on avait moins accès, à des cursus variés, et du coup, je pense que par volonté de pas me fermer de porte, je me suis remise dans la voie la plus généraliste, qui était celle de l'école de commerce. C'était un choix par défaut? Oui, plutôt par défaut, parce que c'est clairement pas ce que j'aurais choisi juste après le bac, si j'avais eu, à l'époque, j'avais plutôt en tête, quand j'étais encore en France, et l'année du bac, j'avais plutôt en tête, des voies comme prépa, comme droit, donc qui m'auraient davantage, permis d'aller vers des voies, journalistiques, effectivement. En tout cas, vous êtes allé au bout de vos études en école de commerce et puis vous avez travaillé pour de grandes marques de luxe et agences spécialisées. Je le disais, hein, comme Louis Vuitton, Apple, Publicis. C'était quoi votre rôle exactement? Chez Gucci, qui était une des premières entreprises de luxe que j'ai intégrées, alors c'était en tant que stagiaire, hein, bien évidemment, mais j'étais responsable du marketing intelligence
Et en fait, enfin responsable, n'importe quoi. J'étais assistante, pardon, marketing intelligence. Et en fait, c'était un département. Alors le nom peut sonner un peu ronflant, mais l'objectif du département, c'était surtout d'écrire des études et de faire de la veille concurrentielle. Et puis chez Vuitton, j'étais dans la partie média pour le coup. Chez Publicis, je faisais le pont en fait entre les clients et puis les projets de packaging. En tout cas, dans toutes ces expériences, vous avez développé certaines connaissances, certaines compétences, vous avez découvert un peu le milieu, non seulement professionnel, mais en plus le secteur du luxe qui est quand même assez spécifique. Vous m'avez dit avoir la boule au ventre en allant travailler. À quel moment vous avez pris la décision d'arrêter? Quel a été le déclic? Bah, en fait, le déclic, il est venu plus quand j'étais dans le projet là dont je parlais juste avant, parce que je l'avais pas. Enfin, si, il y en a eu un autre, il y en a eu deux en fait. Quand j'étais dans mon dernier poste en CDI, celui que j'ai quitté avant de monter mon projet entrepreneurial, en fait, moi je m'en rendais pas compte, mais j'étais a priori assez invivable. Et en fait, il y a un soir où mon mari m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit écoute, c'est simple, hein, c'est soit tu continues, mais dans ce cas-là, arrête de râler, soit finalement tu décides de partir et voilà, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire. En fait, ça Mais avait impacté même votre personnalité, votre humeur dans le domaine personnel. absolument, ça avait impacté mon humeur dans le domaine personnel et moi je m'en étais pas rendu compte du Hmm. tout. Et le fait qu'il me mette ça devant les yeux, je me suis dit ah, mais c'est dingue en fait, j'avais pas du tout perçu ça. Et, euh, et, et ça a été un peu un déclic. Je pense, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'ai 3-4 mois après parce que finalement j'ai pris la deuxième option, j'ai préféré. En tout cas, vous avez décidé de vous lancer dans un domaine qui, là, pour le coup, résonnait plus pour vous, qui n'avait rien à voir avec votre cursus scolaire. Vous dites vous-même que vous vouliez vous rapprocher de votre zone d'excellence. Déjà, comment vous avez fait pour identifier cette zone d'excellence? Alors, en fait, j'ai commencé par faire un travail un peu d'introspection dans mon coin. C'est-à-dire que j'ai fait un peu un retour dans le passé par moi-même en reprenant vraiment de toutes mes expériences, mais pas que professionnelles, hein, enfin vraiment personnelles et professionnelles, les trucs que j'avais pu faire par ailleurs aussi, les, les expériences qu'on peut faire quand on est plus jeune. Par exemple, moi j'étais partie à plusieurs reprises à l'étranger quand étant plus jeune, dans des summer camps aux États-Unis, etc. Et en fait, à chaque fois, je me suis demandé bah, finalement qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que je n'ai pas aimé faire. Et ça aussi bien en termes d'activités, mais aussi d'environnement dans lesquels j'avais aimé être ou pas aimé être, des personnes avec qui j'avais bien aimé travailler et celles avec qui je n'avais pas aimé travailler. Et en fait, petit à petit, j'ai quand même réussi à identifier qu'il y avait un certain nombre de points communs. En fait, il y avait quand même des choses qui ressortaient. Il y avait des choses que j'avais aussi complètement perdues de vue, parce en faisant cet exercice, je me suis aperçue que j'adorais tout ce qui touchait aux relations humaines, j'adorais tout ce qui touchait au développement personnel, tout ce qui touchait à l'écriture. Donc en fait, en faisant le travail, voilà, il y a des petites bulles qui ont commencé à remonter. Hmm. Et puis je me suis dit que, alors moi j'avais complètement perdu confiance en moi à cette époque-là, parce que forcément, voilà, j'avais l'impression d'avoir que des échecs Ouais, c'est derrière une moi. totale remise en question, hein. Mais pendant ce process, comment vous y êtes prise concrètement? Est-ce que vous avez écrit noir sur blanc les domaines dans lesquels vous vouliez travailler, dans lesquels vous vous sentiez bien? C'était vraiment une liste que vous avez dressée? Ou vous êtes juste simplement resté au stade de la réflexion? Non, non, moi je fonctionne beaucoup à l'écrit, donc j'avais mon petit carnet que je continue toujours à avoir d'ailleurs. J'ai un carnet que j'ai toujours avec moi sur lequel je note mes idées, mes pensées, mes aspirations et tout. Et à l'époque, ce carnet-là, il m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je suis contente de l'avoir écrit parce qu'en écrivant le livre, ça m'a permis de réutiliser les bons mots sur les sentiments que j'avais à l'époque parce que je notais exactement tout ce que je traversais quand je rencontrais des personnes, je notais ce que ça m'avait inspiré, etc. Ça, c'est Et important d'écrire finalement. moi, je trouve que c'est très important. Après, il y a des personnes qui aiment moins écrire que d'autres, mais ça peut aussi se faire par informatique, enfin, sur ordinateur si on est plus à l'aise avec ça, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une trace et du coup de mesurer aussi son évolution et de mesurer le cours de sa pensée. Parce que c'est un truc Exactement. tangible que du coup on ne se rend pas compte du travail qu'on a pu faire et de la façon dont on a pu évoluer en fait. Et donc, quels sont les domaines qui sont ressortis de ce travail de réflexion?
Bah, majoritairement, il y avait quand même, tout ce qui touchait aux relations humaines et à l'écriture, en fait. C'était vraiment les deux grands axes et en fait, à ce moment-là, j'ai aussi approché, je fréquentais un petit déjeuner de créativité, donc une espèce de réseau, et il se trouve que, ça faisait 5-6 mois déjà que je le fréquentais, que j'aimais beaucoup, y retrouver les personnes, qui en faisaient partie et il y avait plusieurs coachs et c'est vrai que c'est plusieurs fois que je me disais: «Mais moi j'adorerais faire un métier» et donc j'ai commencé à investiguer un peu ce champ-là. En parallèle, j'ai aussi passé un test qui s'appelle le test Strong, qui m'a permis d'y voir aussi plus clair sur mes envies et sur mes aspirations. Qu'est-ce que c'est le test Strong, pour ceux qui ne Heu connaissent pas? C'est un test d'intérêt professionnel tout simplement, donc qui est utilisé aussi bien en orientation, réorientation, point professionnel, tout ce qui touche en fait, à qu'est-ce qui pourrait m'épanouir professionnellement. Une sorte de bilan de compétences un peu? Alors c'est plus court qu'un bilan de compétences, hein, parce qu'un D'accord, bilan de compétences ça s'échelonne sur plusieurs mois, oui. alors que le test SONG c'est ponctuel, c'est simplement un questionnaire en ligne et puis une restitution avec un coach. D'accord. Donc, et tous ces éléments-là, en fait, et ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients, c'est pas une seule, il n'y a pas une seule chose qui permet d'être sûr de ce qu'on veut faire. C'est tout un ensemble de petits éléments, de rencontres, de signes, d'opportunités, de compréhension de soi-même et tout, qui font qu'il y a un moment donné où on commence à voir un peu émerger un truc qui fait sens, en fait. En tout cas, ce que je retiens dans votre parcours, Marion, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes. La première, c'est celle de se dire, de se rendre compte, de prendre conscience que ce qu'on fait, bah, ça ne nous intéresse pas vraiment, qu'on n'est pas vraiment épanoui, de prendre la décision de sortir de ce cadre, de ce carcan pour faire autre chose. Ça demande vraiment beaucoup de volonté et de courage. La deuxième étape, c'est d'expérimenter par soi-même, donc aller chercher les informations par soi-même, se connecter aux gens qui peuvent nous aider, en fait sortir de sa bulle. Et ça aussi, c'est vraiment une étape compliquée quand on a eu l'habitude d'évoluer dans un environnement qui a toujours été le même, hein. Et la troisième étape, c'est d'expérimenter par soi-même. Ça, c'est très important. Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi à le faire. Vous accompagnez des personnes qui sont en entreprise, des professionnels, dans différents domaines, notamment pour une problématique très, très intéressante et très importante, celle de l'art de dire non, la thématique l'art de dire non. En quoi c'est important pour vous, le fait d'apprendre à dire non aujourd'hui? Hem, alors, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que dire non, en fait, dire non aux autres, pour moi, c'est dire oui à soi-même. C'est-à-dire que, souvent et moi je peux en parler parce que je ne savais pas dire non concrètement, quand on dit non quand on dit oui alors qu'en fait, intérieurement on pense non, bah, c'est juste terrible parce que, on fait les trucs à reculons, on fait les trucs, avec mauvaise C'est volonté, extrêmement frustrant. voilà, il y a vraiment, ça réveille des émotions qui sont vraiment pas franchement positives Ça, c'était une et problématique pour vous avant? oui, 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 parce que moi j'ai toujours été drivée par le fait de faire plaisir aux gens, donc forcément, forcément j'avais beaucoup de mal à dire non. Dans mon ancienne boîte, je vois bien, j'adorais les personnes avec qui je travaillais et j'étais celle qui parlait bien anglais dans le lot. On était quatre filles et du coup, à chaque fois, comme on travaillait beaucoup de l'international, hein, les filles s'arrêtaient pour me demander, elles se retournaient sur leur chaise et elles me disaient: «Marion, comment on dit tel mot, en anglais?» et cetera et ça me faisait à la fois hyper plaisir de les aider et en même temps, honnêtement, ça me plombait dans ma productivité personnelle, au travail parce que forcément, j'étais coupée tout le temps, il fallait que je leur corrige les trucs et tout et à un moment donné, bah, voilà, on peut plus s'en sortir quoi. Ah À un moment ouais, donné, dire oui tout le temps à longueur de journée, c'est clair que c'est pas quelque chose de positif pour soi. c'est pas quelque chose de positif pour soi et vis-à-vis des autres, on donne aussi l'image de quelqu'un qui s'affirme pas, Oui, exactement. quelqu'un qui manque de crédibilité du coup et du coup ça me permet de passer sur justement les bénéfices de dire non, c'est d'être plus crédible et d'être plus fiable en tant que personne. Parce que du coup, savoir dire non, c'est connaître ses priorités et c'est savoir qu'il y a des choses, voilà, on pourra pas le faire clairement parce que, on a un agenda ou parce qu'on a un programme, parce on défend certaines idées ou voilà ou autre et que du coup, et que c'est pas réaliste du coup et Et du coup ça permet. pourquoi c'est si compliqué alors de dire non?
Bah, c'est si compliqué parce que c'est ancré dans le bah, déjà, c'est ancré dans notre éducation que, dire non, c'est mal poli, parce qu'il faut obéir, parce qu'il faut suivre les règles. C'est aussi, quand on dit non parce qu'on veut du temps pour soi ou des choses comme ça et bah, c'est être rebelle ou c'est être égoïste et puis parce qu'on a peur, après ça dépend si on prend dans la sphère pro ou perso, mais si on mélange un peu les 2, dans tous les cas, généralement, les personnes qui ont du mal à dire non, c'est des personnes qui ont envie de faire plaisir, qui ont envie d'être aimées des autres. C'est des personnes qui ont peur de blesser parce que bah, recevoir un non, c'est jamais agréable. C'est des personnes parfois qui ont peur des conflits parce qu'elles vont avoir l'impression que si elles disent non, elles tiennent tête à l'autre. Qui ont peur aussi de décevoir d'autres personnes, enfin qui ont peur de décevoir et du coup qu'on ne vienne plus les voir. Il y a énormément de raisons en fait à ça, hein. Sans oublier le fait qu'à l'école, c'est vrai qu'on nous apprend surtout à obéir, à être de bons petits soldats. Ouais, et je pense que ça, c'est ça qui ancre aussi chez certaines personnes le fait de ne pas y arriver, Ouais. de ne pas arriver à dire non en fait. Et puis après, il y a aussi professionnellement le fait d'avoir peur de se mettre en danger, hein, professionnellement de perdre son poste par exemple. Alors que moi, c'est drôle parce que justement, j'avais eu, il y a 2 ans, j'ai eu une manager qui m'a appelée pour que je fasse un atelier auprès de toute son équipe et j'étais 30. Et elle m'a dit, Marion, je veux que tu leur apprennes à dire non. Et alors, c'était super drôle parce que quand elle leur a annoncé, voilà, je vous ai préparé un atelier de 3h30 pour apprendre à dire non, ils lui ont tous demandé, mais t'as pas peur qu'on te dise tout le temps non après? Et elle leur a dit, non, au contraire, je pense que vous allez me dire oui plus souvent. Ah, intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, plutôt que d'avoir. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était hyper frustrée parce qu'elle avait des gens qui lui disaient oui, mais qui derrière ne faisaient pas les choses. Et en fait, ça a facilité leur communication parce que c'était, quand ils lui disaient oui, c'était un vrai oui et c'était plus un non déguisé. Et du coup, ils ont appris à mieux prioriser leur travail parce qu'ils ont appris à dire bon, bah voilà, là, tu me demandes de faire ça, mais voilà, je peux te le faire, mais je peux te le faire pour dans 2 jours, est-ce que ça te va? Ils deviennent force de proposition sur des solutions alternatives. Parce que l'idée, c'est pas de dire non avec un non juste qui s'arrête là, c'est justement de proposer autre chose. Et c'est ça qui intéresse, c'est ça qui intéresse les managers. En fait, c'est ça le secret. C'est pour ça qu'on parle de l'art de dire non. En fait, c'est savoir comment dire non. Et j'ai l'impression que l'idée, c'est d'apporter des arguments et aussi de proposer des solutions alternatives. Exactement, exactement. Ne pas bloquer une situation, mais au contraire, apporter des réponses, en fait, pour essayer d'aller au bout, mais de la manière dont nous, on a envie de le faire. Absolument. Et du coup, c'est vraiment de proposer des solutions alternatives et d'arriver à négocier aussi, parce qu'on va pas se voiler la face, il y a un peu de ça. Ouais, c'est Et vrai. voilà, ouais, mais c'est ça. Et du coup, bah, souvent, voilà, les personnes s'aperçoivent que bah, finalement, ça les met pas en. Enfin, elles gardent de bonnes relations avec leurs collaborateurs ou avec leur manager, et justement, elles grandissent en crédibilité parce que quand elles disent oui, c'est un vrai oui, et c'est un oui qui est sain, parce que c'est un oui, je peux vraiment le faire, quoi. Et j'irais même plus loin, c'est que non seulement, comme vous dites, elles grandissent et elles ont plus de crédibilité, mais en plus, j'ai l'impression qu'elles se font même plus respecter parce qu'elles Absolument. imposent leur cadre de travail et elles savent en fait prioriser les tâches. Donc, c'est comme si on dégageait un sentiment de confiance en fait vis-à-vis de l'employeur. Absolument, ça c'est hyper important et ça montre aussi effectivement qu'on s'est posé ses limites. Et Exactement. contrairement à ce qu'on peut penser, quelqu'un qui s'est posé les limites, il est très respecté. Parce qu'en fait, le fait de dire non, c'est dire oui à soi-même et c'est se respecter soi-même et du coup amener les autres à nous respecter en fait. Et du coup, c'est grandir en fiabilité, en crédibilité, en charisme. Et puis surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est aussi avoir des relations saines avec les gens. C'est-à-dire que quand on dit oui et qu'on pense non, je suis désolée, on n'a pas des relations saines. Mm. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que quand on dit oui et que c'est un vrai oui, quand on dit non et que c'est un vrai non parce qu'on peut le faire et qu'on propose autre chose, là, c'est des relations saines parce que les choses sont dites. Et Oui, à franchement, force de dire oui, on nourrit des sentiments néfastes à l'intérieur, en fait, qui viennent exactement. même parfois, ben moi j'entends, et puis je l'ai aussi vécu hein, à titre personnel, c'est qu'au départ ça se passe bien avec les collègues de travail, et puis à force de dire oui, on essaye de se donner bonne figure, mais franchement, au plus profond de nous, on commence à les détester, ces gens-là. On peut plus, on peut plus les voir en peinture. Et tous les jours, c'est compliqué d'aller au bureau, de leur dire bonjour et de sourire, parce qu'au fond, on a envie de leur dire non mais juste là, je peux plus te cadrer parce que j'en ai marre de te dire oui tous les jours.
Ouais, et je pense que dans cette situation-là, il y a aussi une partie où on s'en veut à soi-même de pas avoir posé les limites. Je me suis un petit peu laissée emporter. C'est l'expérience, personnelle qui est revenue. J'ai passé plus de 10 ans en entreprise et je peux vous dire que la problématique de l'art de dire non, je l'ai rencontrée très régulièrement. Ouais, et je pense, hein, vraiment, souvent on s'en veut, on est énervé et on est souvent énervé envers soi-même Oui, parce c'est vrai. que, on se dit: «J'aurais pu dire non et je l'ai pas fait» et ça, c'est encore plus rageant que d'être énervé envers les autres parce qu'être énervé envers soi-même, c'est ça C'est encore plus difficile. bah oui, c'est Et difficile. la contradiction aussi, c'est de se dire: «Ah ben mince, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça. C'est pas ma personnalité, je suis pas une victime. Mais au travail, j'arrive pas à m'imposer». Alors ça dépend. Il y a des personnes, moi dans mes clients, il y en a pour qui c'est une problématique et dans la vie pro et dans la vie perso. Ah oui, Il y en a d'accord. pour qui c'est davantage, dans la vie pro, mais voilà, je crois qu'il y a pas de généralité sur cette question-là et que, il y a des personnes qui rencontrent ce problème, uniquement dans certains contextes et d'autres, un peu dans tous les contextes pour le coup. Et vous me l'avez dit, ce sont les managers eux-mêmes en personne qui vous consultent pour que vous veniez former leurs employés à apprendre à dire non. C'est quand même assez étonnant ça. Ouais, ouais, bah, ça arrive que ce soit eux effectivement, ça arrive que ce soit eux, ça arrive que ce soit aussi les salariés parce qu'ils voient bien qu'ils sont débordés, mais ça peut paraître étonnant, mais comme je le disais, en même temps, pour eux, c'est une façon de s'assurer que leurs équipes sachent enfin prioriser, d'avoir des relations saines. C'est une façon de quand on leur dit oui, que ce soit un vrai oui et que ce soit pas, enfin, justement, de faire aussi grandir leurs équipes en bien-être pour éviter cette frustration dont on parlait juste avant. Améliorer peut-être aussi la qualité du travail, parce que finalement, on fait les Et choses avec une réflexion et on va jusqu'au bout du projet avec enthousiasme. Donc évidemment, ça apporte plus de qualité dans le monde du travail. et puis ça apporte de l'efficacité parce que quelqu'un qui sait dire non et qui sait s'affirmer comme ça, il priorise davantage, il s'organise mieux, il gère mieux son travail et du coup, bah, derrière, c'est plus d'efficacité, plus de productivité. C'est aussi d'avoir des équipes qui ont une meilleure image parce que qui grandissent, comme on disait tout à l'heure, dans le fait de s'assumer, de se faire respecter et ça, c'est hyper important pour un manager. Vous, Marion, dans quel domaine vous avez encore du mal à dire non? Dans quel domaine j'ai encore du mal à dire non? Bah, pour le coup, plutôt peut-être, sur certaines, demandes à titre perso, je dirais, plutôt dans le plan, amical ou familial. Sur le plan professionnel, ça, je n'ai plus aucun problème à dire non. Dans le livre The Power of No, donc le pouvoir de dire non, hein, de James Altucher, il parle des relations sociales pour se débarrasser des personnes toxiques. Et là encore, il faut savoir dire non aux personnes néfastes pour nous. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Non, pas concrètement. Moi, les personnes, toxiques, j'en avais assez peu autour de moi, pour être honnête et finalement, les choses se sont faites de façon assez, structurelle. Enfin, je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour dire ça, mais, il y a un moment donné où et vous l'avez sans doute vécu, quand on commence à entrer dans le champ du développement personnel, de tout ce qui touche à la positivité, de tout ce qui touche ouais, au coaching, enfin voilà, au développement personnel de façon générale, finalement, on applique les préceptes à soi-même et puis on devient plus grand, on devient un petit peu plus sage, et cetera. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'on attire à soi des personnes qui sont un peu dans cette mouvance-là. Souvent, on se crée de C'est nouvelles vrai. amies qui sont plus axées là-dessus, et Mm. cetera. Et en fait, il y a un truc un peu organique qui fait que bah, on se rapproche des personnes qui nous ressemblent le plus et puis finalement les liens se distendent un peu plus avec celles qu'on considérait comme toxiques. Mais moi, j'avais pas dans mon entourage proche, ni professionnel ni perso, vraiment à 100% des personnes toxiques, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'éloignement se fait en fait naturellement avec oui, les personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous dans notre entourage. Et donc voilà, ça se fait petit à petit. Plus on grandit, plus on progresse. Comme vous dites, plus on prend conscience des choses importantes pour nous, plus on prend de la distance aussi avec ces personnes-là. Ça se fait complètement naturellement. ouais, parce que souvent on projette aussi des choses qu'ils ont pas forcément envie enfin, personnes toxiques généralement, tout ce qui touche au positif, tout ce qui touche au fait d'être plus enthousiaste, etc. Bah, ça leur fait peur parce que ça veut dire changement, parce que ça veut dire se mettre en risque, parce que ça veut dire essayer de nouvelles choses, etc. Et du coup, bah, peut-être que le fait que les liens se distendent aussi naturellement est lié au fait que c'est des personnes qui ont pas envie de faire l'effort d'aller vers tous ces parce que ça demande un effort, hein, c'est pas Complètement, c'est un vrai travail.
faire un travail sur soi, ça demande des efforts et c'est pas tous les jours facile. Et voilà, je fais peut-être une généralisation, mais je pense que les personnes toxiques sont des personnes qui ont pas envie de se remettre en question, qui ont pas envie de se faire face à elles-mêmes et de se regarder dans la glace. Ouais, de toute Donc façon, on n'a pas le même langage en fait, hein. non, On peut pas en fait parler des mêmes sujets, on se comprend pas. Donc mieux non, vaut s'en éloigner. oui, ça c'est clair. Quand on sait dire non, on libère beaucoup d'espace dans sa vie. Vous, Marion, quels sont les bénéfices que vous tirez aujourd'hui grâce à votre capacité à dire non? Le premier qui me viennent, c'est, exercer mon métier de la manière dont j'ai envie de l'exercer. Parce que typiquement, voilà, j'ai souvent des personnes qui disent: «Ah mais on peut prendre rendez-vous le week-end?» et cetera. Bon bah ça, c'est un truc que j'ai décidé, que je ne coachais pas le week-end, donc la réponse est non. Ça, c'est très Pareil, bien d'imposer ouais, son rythme et sa manière de travailler. bah, ça n'a pas été facile au début parce que forcément, parce que c'est encore une fois, c'est dire non, hein, mais j'ai trouvé énormément de bénéfices parce que forcément, voilà, j'ai retrouvé un vrai équilibre, et puis je pense que vraiment pour un coach, c'est important de savoir aussi poser un cadre parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait respecter. Finalement, savoir dire non, c'est se rapprocher un peu plus de ses valeurs, de ses aspirations. C'est To exactement ça. Totalement. Et avec le recul, en regardant un peu votre parcours, est-ce qu'il y a certaines choses que vous referiez différemment? D'une manière générale, je pense que, si j'avais, voilà, la Marion que je suis aujourd'hui de 32 ans qui pouvait souffler à l'oreille de celle qui avait, 18-20 ans, vraiment j'écouterais davantage mon cœur et mon intuition. Parce que je pense que j'ai longtemps considéré ça, notamment quand j'étais plus jeune, parce que voilà, je m'écoutais pas du tout en fait, et j'écoutais beaucoup plus les personnes qui pouvaient m'entourer, les adultes, la société, etc. Alors que quand j'y repense, il y a plein de trucs déjà que j'avais ressentis. Et vraiment, je pense que si c'était à refaire, j'écouterais davantage cette petite voix, cette intuition profonde, et davantage mon cœur dans les décisions et dans les choix euh, que j'ai fait par le passé. Ouais, s'écouter soi-même, ne pas avoir peur en fait de se confronter à ses réelles aspirations, parce que finalement c'est ça en fait, c'est l'histoire du Manal Show, j'ai l'impression que tous les invités que je reçois dans cette émission, de toutes les façons, ont cette réflexion, me disent, voilà, à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais partie sur une mauvaise voie, celle qui n'était pas forcément la mienne, celle qui me faisait pas en fait vibrer, parce que j'ai suivi soit les normes imposées par la société, soit les normes imposées à l'école, ou bien simplement pour faire plaisir à la famille, à l'entourage, aux parents. Et arrivé à un certain âge, alors là c'est de plus en plus jeune, hein, eh Ouais. bien les gens décident de tout quitter pour recommencer à zéro parce que c'est important finalement. On a cette quête de sens qui se fait de plus en plus grande. Et d'ailleurs c'est pour ça que les gens se rapprochent de plus en plus de ce qu'on appelle le self-development, Absolument. pour apprendre à faire tout ça. Ouais, ouais. Et je pense que un truc très symptomatique du fait de douter de son intuition, de douter de ce que nous dit notre cœur, etc., c'est quand on est face à un choix ou quand on est face à une décision, d'avoir un peu son mental qui dit ah, mais si, regarde, ça va être bien pour telle et telle raison et tout. Et à partir du moment où, en fait, on entend cette voix-là qui dit mais si, regarde, ça va être bien, et qu'on essaye de se convaincre, là, c'est le warning pour moi. Parce que quoi, à partir du moment où ça existe, c'est que y a le mental qui essaie de convaincre d'un truc alors que le cœur dit autre chose en fait. Et ça, c'est un vrai warning. Et ça, voilà, avec du recul, moi, c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois dans mon parcours scolaire, etc. Mais si, regarde, fais-le pour telle et telle raison, et d'essayer de s'auto-convaincre en fait d'un truc. Pour moi, ça, c'est exactement ce moment-là où il faut vraiment se poser et faire le point avec soi-même et me dire, ok, qu'est-ce que me dit mon mental et finalement, qu'est-ce que me dit mon cœur. Et que ce soit à 28 ans ou à 60 ans, eh bien, c'est pas grave, hein. Suivez vos aspirations. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on pourrait donner. N'ayez pas de regrets sur votre lit de mort, parce que finalement, c'est ce qui va se produire. C'est qu'on a tous la même destinée. Et la majorité des personnes, en fait, qu'on va voir sur leur lit de mort, la chose la plus importante qui ressort de ça, c'est « Ah, j'ai des regrets. J'aurais dû dire non à tel moment. J'aurais dû suivre mon instinct à telle époque. » Et surtout, n'ayez pas ce genre de regrets.
absolument. C'est marrant parce que j'en parle dans le livre. C'est une infirmière australienne, je crois, Exactement, oui. qui avait écrit un livre qui était inspiré en fait de tout ce qu'elle a entendu des personnes qui effectivement elle travaillait en soins palliatifs et du coup elle avait entendu tous les regrets et tout ce que pouvaient dire finalement les personnes qui étaient sur leur lit de mort. Et le premier, c'était vraiment, j'aurais voulu avoir le courage de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Exactement, c'est exactement ça. On devrait tous apprendre à dire non, ça nous faciliterait beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, ça nous ferait même gagner du temps, mais on ne dit pas non n'importe comment. C'est tout un art, il faut apprendre à manier cet art avec brio. Alors Marion, pourriez-vous nous donner 3 conseils pour apprendre à dire non de manière efficace? Alors, 3 conseils. Le premier, c'est de faire ce que je décrivais en tout début du podcast, c'est vraiment de faire la liste, de poser sur le papier qu'est-ce qui fait que vous aimeriez dire oui, qu'est-ce qui fait que vous aimeriez dire non, à quel besoin est-ce que ça répond. Donc limite une liste avec 2 colonnes, oui, non. Ah, complètement. Concrètement, c'est ça, d'accord. Concrètement, c'est ça. Parce que ça va vraiment permettre de clarifier ce qui se passe dans votre tête. Rien que ça, déjà, ça fait du bien, ça permet de poser. Le deuxième conseil, c'est plutôt que de dire non, de penser à qu'est-ce qui vous conviendrait, c'est quoi votre alternative là-dedans. C'est vraiment, est-ce que oui, vous avez envie de le faire, mais là, c'est pas le bon moment et du coup, ça pourrait être bien à un autre moment. Est-ce que vous aimeriez bien le faire, mais concrètement, ça répond pas du tout à vos valeurs. Enfin, voilà, et du coup, il y aurait peut-être un moyen de le faire qui correspondrait davantage à vos valeurs et qui vous aide, etc. C'est vraiment de trouver une solution alternative. De proposer autre chose à votre interlocuteur. Et enfin, 3e conseil? C'est toujours de rester dans l'affirmation de soi, c'est-à-dire de toujours parler de je, de soi, de je, enfin au sens J-E. Parce qu'on peut, dans les relations dans la relation avec les autres, comme ça, on peut souvent avoir tendance à être dans l'attaque ou dans la critique ou dans le ah oui, mais tu as fait ceci ou tu as fait cela. Et en fait, on n'est jamais plus fort que quand on est dans l'affirmation de soi-même, quand on parle de soi, quand on parle de ses sentiments, de ses besoins et de sa demande. Et du coup, c'est vraiment de toujours garder en tête, de vous exprimer à la première personne, de toujours garder en tête de parler de ce qui vous concerne. Vous êtes la priorité. Exactement. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé ces conseils. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? En me levant le matin, Instagram. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? La personne que j'admire le plus, ma mère, je pense. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Quelle est votre plus grande peur ? Peut-être ne plus être aimée de mes proches. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui ? Non, mais j'ai découvert votre point de vue sur l'art de dire non, et ça, c'est toujours intéressant d'échanger. C'est votre point de vue sur l'art de dire non qui m'a plu. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fière ? Mon livre. Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante ? Avoir grandi dans une famille qui m'a donné l'opportunité d'envisager les changements que j'avais envie de faire de façon, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Quel animal vous représente le mieux ? Un tigre. Quelle application utilisez-vous le plus ? Instagram. Quel livre offririez-vous en premier ? 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Le sud de la France. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Rendez-vous en terre inconnue. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? La méchanceté, je pense. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que tout est possible. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? J'irais acheter des livres, j'irais acheter de la papeterie, des trucs marrants, des bidules. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? La compta. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Peut-être mon mari. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Je pense que ma reconversion, c'était pas un moment particulier, mais c'était une période. C'est sans doute ça le moment le plus marquant de ma vie. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Écoute ton cœur. Quel est votre plus grand regret ?
plus grand regret, avoir fait des études qui m'auraient un petit peu plus plu et qui auraient été plus en ligne avec qui je suis. Ça, c'est un petit regret. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Je rebondis sur l'autre, alors Frédéric Lopez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? Ma liberté. Et ce qui vous plaît le moins ? La gestion. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma persévérance. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Mon côté pas forcément toujours très terre à terre ou réaliste, voilà. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Prendre mon mari dans les bras. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes mes questions. J'aimerais seulement revenir sur un point. Marion, on est d'accord pour dire qu'on déconseille fortement d'aller sur Instagram au réveil. Absolument. N'est-ce pas ? Ça, c'est une mauvaise habitude par exemple. Et ben voilà, ça y est, merci Manal. Je sais que vous avez fait une école de commerce, Marion. Qu'est-ce que vous avez appris ? Alors, l'école de commerce m'a appris plus je trouve presque plus dans mon savoir-être que dans mon savoir-faire, dans le sens où j'ai beaucoup développé le travail en équipe, j'ai beaucoup développé, je suis vraiment sortie de moi-même, je pense, grâce à l'école de commerce, parce que j'ai fait beaucoup de tout ce qui touche aux associations, aux travaux de groupe, côté échange Erasmus et compagnie, et en fait ça m'a beaucoup fait grandir dans qui j'étais. Après évidemment ça m'a donné toutes les bases qui me sont nécessaires aujourd'hui pour gérer ma boîte, ça c'est évident, mais si j'en retiens quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était plus au niveau de l'école de la vie, un peu le côté débrouillardise. D'accord, merci beaucoup Marion en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, donc c'est www.marionlfd-coaching.com. Et puis j'ai une page Facebook également à mon nom, Marion de la Forêt-d'Yvonne, et au nom de Marion LFD Coaching. Les deux sont dans le titre. Et puis en dernier, sur Instagram, pareil, toujours Marion LFD Coaching. Bien sûr, je partage de mon côté toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Marion, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal, plein de belles choses pour le Manal Show. Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui ? Super, et toi ? Écoute, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi. Quelle vidéo tu as sélectionnée pour nous ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à canaliser votre énergie et à avoir la bonne répartie grâce à Luc Asher. Luc Asher, qui est écrivain et coach irlandais. Exactement. Il me semble même qu'il sait parler français. Oui, il parle très bien français. D'ailleurs, la conférence du jour était en français et super facile à comprendre. Ah bah c'est parfait, alors on t'écoute. Alors voilà, en gros, quand on se fait un peu bousculer par les mots, par des remarques blessantes ou par quelques moqueries, on a parfois du mal à réagir. On a soit une répartie un peu hésitante, on ne sait pas trop quoi dire, soit aucun mot nous vient en tête, ou soit on a tout simplement l'envie de réagir assez violemment. Mais et dans ces cas-là, Luc Asher a une botte secrète qu'il appelle l'aïkido verbal. Mais avant de parler du verbe, je voudrais qu'on parle de l'aïkido. Alors Manal, quand je te dis aïkido, à quoi tu penses ? Alors écoute, en toute sincérité, moi ça me fait penser plutôt à un sport japonais. Eh ben, tu n'es pas loin du tout. Pas loin. Ouais, tu es même très très proche, puisqu'en fait l'aïkido est un art martial qui permet en gros de canaliser ses émotions en cas de colère. Alors je vous arrête tout de suite, l'idée ce n'est pas de se retrouver sur un tatami pour participer à une espèce de joute oratoire, un peu comme Caris et Booba qui se clasherait, mais c'est d'apprendre à se défendre face à une attaque verbale sans pour autant chercher à dominer votre interlocuteur. D'accord, intéressant. Voilà. Et donc, pour mieux comprendre le principe de cet art, revenons à l'étymologie du mot. Alors, les termes japonais sont les suivants. L'ai, ça veut dire harmonie. Ki veut dire énergie. Et do veut dire la voix. Aïkido. Tout à fait. On a l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball Z. Ah mais carrément, donc les fans de Vegeta et Sangoku s'y retrouveront complètement. Voilà, exactement. Donc l'aïkido, si j'ai bien compris, c'est un peu la voie de la sagesse. Exactement, c'est l'idée de prendre sur soi. L'aïkido est un art qui demande un travail sur soi mental et technique. L'objectif, c'est d'utiliser l'énergie de son adversaire pour mieux se défendre. Il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu. On ne cherche pas à soumettre l'autre. L'idée, c'est vraiment de vous préserver et de préserver la personne qui est en face de vous. J'ai un exemple tout bête. Vous avez une collègue au travail qui vous lance une pique bien sentie. Vous vous dites, bon, elle est encore en train de me chercher, de me provoquer. Comment est-ce que je vais faire pour pas tomber dans son piège ? Eh bien, réagissez avec amabilité et sérénité. Ça la déstabilisera
C'est quand même compliqué hein, de faire ça. Alors certes, on peut avoir une réponse agréable, mais est-ce que ça suffit vraiment pour avoir la répartie efficace? Non, très honnêtement, avant de penser efficacité, pensons changement plus profond. Réagir de Hmm. manière positive à une agression extérieure exige aussi un changement interne important. Il faut apprendre à contrôler ses émotions et à occulter tout sentiment négatif comme la rancœur ou la colère. Le fondement de cet art, c'est vraiment la paix et la sérénité. Donc il faut faire vraiment un travail sur soi, un travail intérieur pour essayer de ne pas réagir sur l'émotion, mais plutôt de canaliser cette énergie et de la transformer en quelque chose de positif. Tu as tout compris, Manal. Une forme de stoïcisme très optimisme et très positif, complètement. Mais avant de chercher à déstabiliser votre adversaire, en gros, ce que je vous conseillerais, grâce à votre douceur et à votre zénitude, dites-vous bien que pratiquer l'aïkido, c'est avant tout se regarder soi. C'est avant tout se dire, voilà comment moi est-ce que je vais faire pour mieux vivre avec moi-même et mes émotions négatives, et vous dire que le calme que vous aurez aussi réussi à faire naître chez vous servira à apaiser vos relations extérieures. Ah, on reconnaît bien quand même la culture japonaise. Complètement. Ça va être complètement. compliqué pour un Français, je pense, hein, de mettre en place l'aïkido. Tu Ouais, crois pas? je pense aussi, mais C'est un vrai justement, travail, hein. c'est un vrai travail, mais inspirons-nous de nos compatriotes japonais pour essayer de prendre le meilleur dans leur culture. Est-ce que Luc Hacher a donné, je sais pas, quelques tips qu'on peut mettre en place pour aller vers cet aïkido? Complètement, et vous verrez que là aussi, il préconise de vraiment se regarder en face, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, par exemple, ou si vous êtes peut-être en l'air comme moi, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de perdre vos clés ou vos affaires? Oh, je pense que ça arrive à tout le monde. Je Oui. pense aussi que ça arrive à tout le monde. Et la première réaction qu'on a, c'est d'être en colère contre soi et de vouloir taper un peu n'importe où ou d'avoir envie de crier. Eh bien, rappelez-vous de ces moments-là et dites-vous que les émotions ressenties n'étaient pas positives, qu'elles ne vous ont pas permis d'atteindre votre but. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est se rappeler de ces moments de faiblesse et se dire qu'il est important de prendre du recul et de ne pas répéter ses erreurs. Donc de prendre le temps de respirer, de souffler un bon coup et vraiment de canaliser cette énergie. Complètement. Bah écoute, moi ça me rend déjà plus sereine. Allons vers la voie de l'aïkido. Tous ensemble. Merci beaucoup en tout cas Myriam pour Merci cette à toi. super chronique. On va évidemment partager la référence de la vidéo de Luc Hacher. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la vidéo, la conférence TED? Dominer, c'est déjà perdre. Dominer, c'est déjà perdre. J'adore. Merci beaucoup Myriam. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager avec vous mes 3 meilleurs conseils pour enfin apprendre à dire non. Conseil numéro 1, mettez vos valeurs et vos aspirations au centre de vos priorités. C'est très souvent pour faire plaisir aux autres ou pour éviter de les contrarier qu'on a du mal à dire non. Mais en faisant ça, on fait grandir une frustration énorme à l'intérieur de soi. Et qu'on le veuille ou pas, cela a des répercussions sur nous et sur notre entourage. Parce que quand on fait des choses à contre-cœur, eh bien, on nourrit des sentiments négatifs envers les autres. C'est pourquoi il faut revoir ses priorités. Et comme je vous le dis souvent, la priorité, c'est vous. Définissez clairement quelles sont vos valeurs et ce sont elles qui doivent vous guider dans tous vos choix. Exemple, je suis absolument contre toutes sortes de discrimination et je prends soin de côtoyer et travailler avec des gens qui sont très ouverts d'esprit. Sinon, c'est un grand non. Conseil numéro 2, maîtrisez l'art et la manière de dire non. En effet, on en a parlé avec mon invité Marion, l'idée ce n'est pas de dire non à tout bout de champ et de créer des situations de blocage, il faut bien sûr argumenter votre décision de dire non avec des éléments concrets et ensuite proposer des solutions alternatives. Et là, vous créez un échange positif qui sera bénéfique pour tout le monde. Par exemple, dans le cadre de mon travail, je refuse systématiquement les prises de rendez-vous le matin, parce que c'est un élément qui m'aide dans la gestion de mon temps. Mais évidemment, je réponds toujours en proposant plusieurs créneaux horaires qui pourraient convenir à tout le monde. Les gens acceptent d'entendre dire non si en contrepartie, vous apportez une solution alternative pour avancer. Conseil numéro 3, entraînez-vous petit à petit à dire non. Parce que je sais que vous êtes nombreux à être vraiment bloqués à l'idée de dire non, je vous propose de vous lancer un petit challenge. Cette semaine, dressez 5 situations qui se produisent très souvent et auxquelles vous aimeriez dire non une bonne fois pour toutes. Un collègue qui vous demande sans arrêt de prendre ses appels. Un manager qui vous demande très souvent de rester encore 30 minutes le vendredi soir pour finaliser un dossier. Ou encore un membre de votre famille qui vous emprunte sans arrêt votre voiture alors que vous en avez besoin vous aussi. Faites la liste noir sur blanc et préparez votre réponse à l'avance
pour ne pas être pris par surprise. Si vous manquez de confiance en vous et que vous êtes hésitant, vous perdez la maîtrise de la situation. Alors que si vous préparez votre réponse avec détermination, eh bien vous serez plus à même d'aller enfin au bout de votre objectif et de prononcer un non franc et catégorique tout en gardant le sourire. J'espère que cette émission vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application Apple Podcast. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet épisode en allant directement sur le site lemanalshow.com. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la newsletter pour faire partie du club privé Le Manal Show et recevoir tous les contenus exclusifs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao!